Bonjour tout le monde, voici la suite du chapitre avec les interférences. Quand est-ce que les interférences apparaissent? Eh bien, il faut qu'il y ait deux sources d'ondes qui vont générer donc une superposition dans une zone de l'espace, mais pas à n'importe quelle condition. Pour que le phénomène d'interférence apparaisse, il faut que les ondes générées par les deux sources soient cohérentes, ce qui veut dire qu'elles ont la même fréquence et qu'elles ont un déphasage constant. Ce déphasage peut valoir 0, on aura des ondes en phase. Ce déphasage peut valoir pi, on aura donc une opposition de phase. Une onde est à son maximum quand l'autre est à son minimum. Peu importe, mais il faut que ce déphasage, au cours du temps, reste constant. Dans ces conditions-là, on a le phénomène d'interférence qui apparaît, et dans la zone de superposition des ondes, on va avoir deux situations bien opposées qui vont se rencontrer. À certains endroits, on va avoir une forte perturbation, une forte amplitude des vagues, là, puisqu'on est sur des petites vaguelettes à la surface de l'eau. Le point A, par exemple, vous voyez qu'il est à l'intersection d'un arc de cercle gris qui est ici, qui correspond à un creux de vague qui est généré par le point S2, mais aussi sur cet arc de cercle gris qui est un creux de vague provenant de S1. Donc un creux de vague plus un creux de vague, ça fait un creux de vague encore plus fort, donc une forte perturbation. Au contraire, pour le point B, il est sur un creux de vague provenant de S1, mais sur un sommet de vague, ici, provenant de S2. Un creux plus un sommet, ça a tendance à s'annuler, et concrètement, pour le point B, vous avez une amplitude qui est quasiment nulle, donc une faible perturbation. Il n'est pas nécessaire d'avoir deux sources différentes, puisqu'on peut générer artificiellement ces deux sources grâce au phénomène de diffraction. Si on met un obstacle comme ça sur le trajet des vagues, si l'obstacle est suffisamment grand, eh bien on va avoir un phénomène de diffraction qui va être généré par le bord de cet obstacle ici en haut, et puis vous allez avoir aussi un phénomène de diffraction qui est généré ici. Vous voyez les arcs de cercle caractéristiques du phénomène de diffraction. Et dans cette zone-là, eh bien vous avez superposition de ces deux phénomènes de diffraction. Comme les ondes sont toutes les deux générées par une seule onde d'origine, elles sont forcément cohérentes. Donc il y a bien ici le phénomène d'interférence qui va apparaître. Alors, dans quelles conditions va-t-on avoir forte perturbation ou faible perturbation? On va le voir ici. On a représenté les sommets des vagues par ici des cercles concentriques en gris, donc on appelle ça les crêtes aussi. Donc ces sommets de vagues qui sont représentés vont par endroits se croiser. Et c'est le cas ici du point M, il est à l'intersection de deux sommets de vagues provenant de S1 et de S2. Donc si on représente les vagues provenant de chacune des deux ondes, on va avoir ceci, et le point M, il est quelque part, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand il se prend le sommet d'une vague, il se prend aussi le sommet de l'autre vague. Et donc, au total, il va se prendre une amplitude qui va être amplifiée, qui va être plus importante. Et dans ce cas-là, quand les ondes sont en phase, eh bien, on dit que les interférences sont constructives, puisque la superposition des deux ondes nous donne un résultat plus fort. À quelles conditions a-t-on ces interférences constructives? C'est quand la différence de parcours, vous voyez que les deux ondes, pour atteindre le point M, n'ont pas parcouru la même distance. Cette différence de parcours, D2 moins D1, eh bien, elle respecte une condition simple pour qu'il y ait ces ondes en phase. Là, vous voyez que le point M, il correspond donc à une différence de parcours qu'on peut exprimer en fonction de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points dans le même état vibratoire, c'est-à-dire par exemple deux sommets de vagues successifs. Donc là, vous avez une longueur d'onde. Eh bien, entre S1 et M, il y a ici 10 longueurs d'onde. Entre le point S2 et M, il y a ici 13 longueurs d'onde. Donc si je fais D2 moins D1, la différence de parcours, je vais trouver 3 longueurs d'onde. Et à chacune des intersections, quel que soit l'endroit, quand je fais D2 moins D1, je vais toujours trouver un nombre de longueurs d'onde entier.
Eh bien voilà la condition que doit respecter cette différence de parcours pour voir apparaître des interférences constructives. Il faut que delta L soit égal à k fois lambda, k étant un entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être négatif. Si tout simplement je me mets ici, eh bien la distance D2 est plus petite que la distance D1, donc le delta L peut tout à fait être négatif avec un entier relatif, ça pose pas de problème. Alors, bien évidemment, il existe l'opération inverse. Là, vous avez donc une courbe qui relie différents points et par exemple le point M'. Ce point M' se trouve là sur un arc de cercle gris correspondant à un sommet de vague provenant de S1, mais il est situé exactement entre deux sommets de vague provenant de S2. Donc on est sur un creux de vague. Donc un sommet de vague, un creux de vague, voilà comment ça peut se représenter. Si on fait la somme des deux, on obtient une amplitude qui est nulle. Les deux ondes qui arrivent au point M sont cette fois en opposition de phase et on obtient dans ce cas-là des interférences qualifiées de destructives. Qu'est-ce que ça nous donne pour la différence de parcours D2 moins D1? Eh bien cette fois, c'est pas un nombre entier de longueurs d'onde qu'il y a entre les deux, mais c'est un nombre de longueurs d'onde k fois lambda plus une demi longueur d'onde. Donc si je mets en facteur, ça me donne k plus 1 demi fois lambda. Il est possible, bien évidemment, d'obtenir des interférences aussi avec de la lumière. Pour cela, c'est pareil, il nous faut deux sources qui sont ici deux fentes lumineuses éclairées par une même source d'origine. Donc les ondes diffractées par l'une et par l'autre sont forcément cohérentes. Et on retrouve donc ici la superposition des deux phénomènes. Vous avez tout d'abord une tache centrale avec des pointillés latéraux qui caractérisent le phénomène de diffraction. C'est parce qu'en fait, donc l'onde a rencontré un obstacle. Et vous avez dans chacun des pointillés, notamment la tache centrale, l'apparition d'une alternance de franges lumineuses et de franges sombres. Eh bien, cette figure-là, elle est caractéristique des interférences, avec donc des franges brillantes et entre chaque frange brillante, des franges sombres qui sont ici. Alors, quand on observe un phénomène d'interférence, la grandeur que l'on va être amené à mesurer et qui est caractéristique de ce phénomène, c'est l'interfrange. L'interfrange, c'est tout simplement la distance qui sépare le milieu de deux franges identiques successives. Là, sur le schéma, vous voyez l'interfrange est représentée ici, c'est la distance qu'il y a entre deux franges sombres successives. Mais on obtiendrait exactement le même résultat si on regardait le milieu de cette frange brillante. Et le milieu de cette frange brillante, la distance entre les deux, c'est toujours I. Donc on reverra un peu plus tard comment on peut retrouver l'expression de cette interfrange à partir de la définition qui est ici. Ce que vous serez amené peut-être aussi à faire en exercice, c'est de justifier pourquoi en un point de l'écran, on va avoir telle ou telle observation. Alors voici, illustré sous la forme d'un petit exercice, la réponse à cette question. Imaginons donc une source lumineuse qui éclaire deux fentes, par exemple ici, qui servent donc de source secondaire S1 et S2, phénomène de diffraction, et on regarde donc la superposition en un point P de l'écran, on voit apparaître le phénomène caractéristique des interférences avec une alternance de franges lumineuses et de franges sombres. Et on va regarder ce qui se passe donc en un point P de l'écran qui est distant d'une certaine abscisse, qu'on peut noter X, par rapport au point central O qui est ici. Donc là, j'ai représenté le point O et l'axe des abscisses orienté vers la droite. On utilise pour cela donc un laser de longueur d'onde de 650 nanomètres. On est dans une situation qui n'est absolument pas à l'échelle ici, puisqu'on a une distance de 3 mètres entre l'obstacle et l'écran, alors que la distance entre les deux fentes est de 0,20 mm. Mais ça permet de visualiser les choses. Lorsqu'on est sur une distance très grande, et c'est le cas ici de grand D par rapport à petit b, il est possible de démontrer, mais ça n'est pas au programme, que la différence de parcours, donc la différence de parcours, elle se résume à ça.
juste à S de H, hein, c'est la distance plus grande, enfin, c'est le surplus de distance quand on vient de S2, et donc il est possible de démontrer que ce S de H est égal à xk, l'abscisse du point P, fois B sur grand D. Donc ça, cette relation-là, on vous la donnera éventuellement pour la suite de l'exercice, c'est pas à vous de la démontrer. Connaissant cette relation-là, je peux maintenant réfléchir à ce qui se passe en un point quelconque de l'écran. Imaginons donc un point P qui est situé à une abscisse de 2,9 cm par rapport au point O, quelque part donc, hop, dans les positifs au niveau de mon axe X. Je connais la valeur de X, je connais B, je connais D, je peux donc en déduire la valeur de delta L. Donc si je calcule le delta L, attention aux conversions, hein, des centimètres, des millimètres, cela me donne ce résultat-là. Alors, est-ce que je vais avoir une frange lumineuse ou une frange sombre? Si on a des interférences constructives en termes de lumière, ça correspond à une forte amplitude, à un maximum de lumière, donc à une frange lumineuse. Au contraire, une frange sombre correspond à une destruction de la lumière, en quelque sorte, c'est des interférences destructives. Et on a vu donc dans une précédente diapositive, si on a des interférences constructives, ça veut dire que le delta L vaut k fois lambda. Et si on a des interférences destructives, cette fois c'est k plus 1/2 fois lambda. Autrement dit, il y a toujours un coefficient de proportionnalité entre delta L et lambda, et ce coefficient de proportionnalité, soit il est entier, soit c'est un entier plus 1/2. Eh bien, pour savoir dans quelle situation on est, soit l'une soit l'autre, eh bien, on va calculer ce coefficient de proportionnalité en faisant delta L sur lambda. Et si je calcule delta L sur lambda, dans cet exemple, je vais trouver 3. Autrement dit, là j'ai un entier. La bonne formule, c'est delta L égale k fois lambda. Autrement dit, j'ai des interférences constructives, ce qui correspond ici à une frange lumineuse, et comme k égale 3, eh bien ça veut tout simplement dire que c'est la troisième frange lumineuse en partant de la frange centrale qui nous sert de référence. Donc 1, 2, 3, voilà le point P1. Maintenant, autre exemple, si on prend une abscisse de l'autre côté de l'origine dans le négatif, donc là j'ai un x2 qui vaut moins 2,4 cm, je procède exactement de la même manière, je vais calculer le delta L2, il est négatif, c'est pas un souci, je calcule le coefficient de proportionnalité entre delta L et lambda, et ça va me donner évidemment une valeur négative qui vaut moins 2,5, et moins 2,5, ça ressemble à un k plus 1/2. Et la valeur de k, c'est moins 3. Moins 3 plus 1/2, ça fait bien moins 2,5. Et je suis dans cette relation-là qui correspond donc à des interférences destructives. En termes de lumière, ça me donne une frange sombre. Et c'est quelle frange sombre? Eh bien là, je suis du côté négatif pour les valeurs de x. Là, je suis à k égale moins 1, k égale moins 2, k égale moins 3. Voici le point P2. Alors l'interfrange, on a vu la définition, c'est la distance qui sépare deux franges identiques successives. On va voir maintenant comment on peut exprimer et comment on peut calculer du coup cette interfrange. Expérimentalement, vous pouvez la mesurer, mais on peut aussi par la théorie la calculer. Alors je vous ai remis exactement la même figure, et voici donc la relation qui découle de la définition. La distance entre deux franges successives, donc les franges on les voit apparaître sur l'écran qui est ici, la position d'une frange elle est repérée par son abscisse, x, et donc quand je m'intéresse à deux franges identiques successives, eh bien ça correspond à une valeur de k qui a varié d'une unité. Donc c'est l'abscisse qui correspond à un k plus 1, peu importe la valeur de k, moins l'abscisse qui correspond à une valeur de k. Je vais réutiliser la relation dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je rappelle, cette relation, elle n'est pas à démontrer, elle vous sera fournie si vous en avez besoin. Elle nous donne donc la valeur de différence de parcours qu'on appelle la différence de chemin optique dans le cas des ondes lumineuses, et ce delta L, donc, il dépend de la valeur de x. Je peux donc transformer cette formule pour obtenir donc x égale delta L fois grand D divisé par B, et
maintenant, je vais pouvoir exprimer donc à quoi est égal l'interfrange. Donc l'interfrange, j'ai tout simplement remplacé donc dans l'expression qui est ici x k plus 1 et xk par leur expression à partir de la relation qui est ici. Première situation, si au point P, il y a une frange lumineuse. Frange lumineuse, ça veut dire que le delta L, là, ou celui-là, peu importe, le delta L est égal à k fois lambda. Et là, le delta L d'à côté, c'est k plus 1 demi fois lambda. Donc si je remplace par ce que je viens de dire, k fois lambda et k plus 1 demi fois lambda, voilà ce que cela me donne pour l'interfrange. Donc on a le même dénominateur ici, ça va simplifier les choses. On a même des facteurs communs. Là on a lambda d, là on a lambda d. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester en facteur k plus 1 moins k. Et donc k plus 1 moins k, ça fait 1. Autrement dit, à quoi est égal i? Une fois lambda d sur b, autrement dit lambda d sur b. Mais on aurait très bien pu avoir une frange sombre au niveau du point P. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Là, si c'est une frange sombre, que vaut delta L? C'est k plus 1 demi fois lambda. Là, le delta L vaut k plus 1 demi fois lambda. Et la frange sombre d'à côté, qui correspond donc à k plus 1, c'est k plus 1 plus 1 demi fois lambda. Donc, je remplace tout ça dans l'expression. Donc là, le k plus 1 plus 1 demi, c'est la frange sombre qui est juste à côté du point P. Et là, k plus 1 demi fois lambda, ça correspond à la frange sombre qui est au niveau du point P. Même dénominateur, là encore il y a des facteurs communs lambda et d, donc qu'est-ce qu'on va avoir dans la parenthèse? On va avoir du k plus 1 demi moins k plus 1 demi, donc qu'est-ce qui nous reste? Il va juste rester le 1 fois lambda d sur b, autrement dit, ça nous donne aussi lambda d sur b. Ça tombe très bien, puisque je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai montré à quoi était égale l'interfrange, qu'on pouvait très bien prendre le centre de deux franges sombres successives ou le centre de deux franges brillantes. Donc en théorie, quand on applique cette définition, on doit tout à fait retomber sur la même relation. Donc cette relation de l'interfrange, lambda d sur b, elle peut être utilisée par la suite pour calculer lambda, calculer d ou b, peu importe. Elle peut être utilisée, mais le programme vous demande de savoir retrouver l'expression de l'interfrange. Alors c'est plus facile évidemment quand on le fait avec des franges brillantes. On vous donnera, je vous le rappelle, cette relation-là. Pour terminer, des applications et des manifestations des interférences dans notre environnement, dans notre vie quotidienne. Alors, les interférences permettent de déterminer des distances, des toutes petites distances avec un dispositif un peu compliqué qui s'appelle un interféromètre. Alors, il existe différents types d'interféromètres. Je ne détaille pas, là, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais il faut savoir que l'utilisation des interférences peut nous permettre, tout comme la diffraction, d'accéder à des mesures de distance et des mesures de très petite distance avec une très grande précision. Donc ça, dans tous les domaines de la physique, l'interférométrie, elle est très intéressante. On a vu aussi que dans le cas des interférences destructives, vous avez des ondes qui vont en fait s'additionner et s'opposer. Et ça peut être très utile dans le cas du brouillage. Et le brouillage d'ondes, ça peut être le brouillage d'ondes sonores par exemple. Les casques anti-bruit vont capter le bruit extérieur et vont générer un bruit qui va être en fait le parfait complémentaire, et la somme des deux en fait va donner un bruit complètement atténué, et on va ainsi ne pas subir de nuisances sonores. On peut aussi avoir des brouillages d'ondes qui sont utilisés par exemple par l'armée. Elle peut avoir l'objectif de brouiller, d'envoyer des contre-ondes pour atténuer les ondes qui sont émises par des pays adverses, peu importe. Vous avez aussi le brouillage dans le cas d'ondes lumineuses qui permettent d'obtenir des surfaces complètement opaques.
Donc voilà, des applications concrètes. Et puis dans la vie naturelle, on va dire, eh bien on a des manifestations des interférences avec des couleurs interférentielles que l'on retrouve par exemple à la surface des bulles de savon. Là, vous avez des phénomènes de réflexion externe et à l'intérieur de la bulle de savon. Et donc les ondes qui vont être soit simplement réfléchies ou doublement réfléchies à l'intérieur vont ensuite pouvoir interférer, et en fonction de l'épaisseur du filet d'eau et de l'angle sous lequel on regarde cette bulle, eh bien on va percevoir différentes couleurs possibles. Donc il y a une irisation qui apparaît, et c'est tout à fait visible aussi avec certains animaux. Donc là par exemple ce papillon. Voilà pour cette double vidéo sur le chapitre diffraction et interférence. À très très vite pour une nouvelle vidéo.